La campagne électorale, quelle campagne électorale avec cette affaire Fillon qui écrase tout le reste? C'est avec Michèle Alliot-Marie que nous sommes ce matin dans les studios du Figaro, qui est elle-même candidate à cette présidentielle. Madame Alliot-Marie, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Au Figaro, vous demandez à François Fillon de se retirer de la course? C'est son problème. Moi, je vous dis très clairement, François Fillon a été élu par les primaires. Je vous rappelle que je n'ai pas voulu participer aux primaires parce que j'estimais que ces primaires étaient contraires à l'esprit de nos institutions, qui ont voulu donner aux Français le droit de choisir librement, parmi tous les candidats, celui ou celle qu'elles voudraient. Ouais. Nos institutions n'ont pas voulu que ce soit les partis politiques qui fassent la présélection entre lesquels les Français pourraient choisir. La deuxième chose que j'ai dite à ce moment-là, et pour laquelle j'étais contre les primaires, c'est que j'ai dit que ces primaires n'arriveraient pas à créer une unité derrière celui qui en sortirait, et qu'au contraire, ça risquait effectivement de faire ressurgir tous les problèmes de rivalité personnelle et les chapelles qui se tourne autour de chacun des candidats. On est exactement dans ce cas aujourd'hui. On est reparti, je lisais vos journaux ce matin, on est reparti dans une guerre Fillon-Juppé. Là, c'est la guerre Fillon-Juppé, à votre avis? Bah écoutez, ça ressemble Juppé en tous les cas à ça. En tous les cas, moi, ce que je dis, c'est que c'est l'échec total des primaires, cette situation. Et d'ailleurs, c'est probablement aussi l'échec de l'UMP et maintenant des Républicains. Parce qu'on a voulu faire passer, pardonnez-moi, mais on a voulu faire passer l'unité derrière une personne devant toutes les idées, devant toutes les valeurs. Vous êtes en colère ce matin-là? Oui, absolument. Parce que je trouve que notre pays a besoin aujourd'hui d'avoir une vraie ligne directrice, une vraie vision. Enfin, entre Trump d'un côté, Poutine de l'autre et Erdogan, vous ne croyez pas qu'on a besoin d'entendre la voix de la France? Mais s'il n'y avait pas eu cette affaire, les primaires s'étaient bien passées? Mais la preuve, nous voyons le résultat aujourd'hui, c'est-à-dire que nous voyons ressurgir effectivement les rivalités de personnes qui l'emportent sur le débat des idées. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la tête de François Fillon aujourd'hui? Vous le connaissez bien. Je connais bien François Fillon. Moi, aujourd'hui, je m'occupe de ma campagne. Parce que j'estime qu'il y a une chose, notre pays aujourd'hui a besoin de se redresser. Quand nous voyons que la croissance européenne est de 1,8% et qu'en France nous ne sommes qu'à 1,1%, eh bien cela veut dire effectivement que la politique de 5 ans de socialisme est un échec total. Est-ce que la droite est en train de se fracasser là? Mais je pense que la droite est en train de se fracasser, c'est ce que je vous ai dit. Finalement, on a voulu, quand on a créé l'UMP, et vous savez que j'étais contre, on a voulu rassembler des gens qui sont des gaullismes. Vous avez été présidente du RPR, il faut le dire. J'ai été présidente du RPR et j'en suis très fière, parce qu'à l'époque, pendant 2 ans et demi, nous avons eu 6 élections, et pendant que j'étais à la tête du RPR, nous avons gagné toutes les élections. C'est la seule fois où ça s'est fait. Pourquoi? Parce que j'écoutais les militants sur le terrain, parce que nous avons fait un vrai travail de terrain, et parce qu'on a évité les querelles de chapelle et d'écuries présidentiables. Eh bien, aujourd'hui, l'UMP était une bêtise. L'UMP était une bêtise. Je pense qu'il fallait faire, comme je l'avais proposé, une fédération à la fois des gaullistes, des centristes et des libéraux. Nous pouvions parfaitement avoir des accords électoraux, mais en même temps garder notre identité. Et finalement, si on a fait développer aussi le Front National, c'est aussi à cause de ça. Parce que chacun des citoyens qui se reconnaît dans l'une de ces familles politiques, et je respecte les centristes et je respecte les libéraux, et je dis qu'il y a des citoyens qui doivent se reconnaître entre eux, mais ces citoyens-là ne se sont pas reconnus dans cette espèce d'eau tiède qui résulte de tout ça, et le résultat, c'est qu'ils sont allés chercher ailleurs ce qui se passe. Oui, mais sauf que là, ça se passe entre gaullistes ou chiraciens, si vous voulez. Je regarde M. Fillon, M. Juppé, Mme Alliot-Marie, tous les trois, par exemple. Vous êtes issus de la même cuisse, si je puis dire. Alors, que nous ayons probablement un certain nombre de valeurs communes, je ne veux pas vous dire le contraire, on a vécu ensemble, on a gouverné ensemble, c'est évident. Mais moi, aujourd'hui, je ne regarde pas les hommes, que je respecte, mais je regarde les programmes. Et ce que je trouve, c'est d'abord beaucoup de libéralisme, d'ailleurs, dans le programme de François Fillon, comme d'ailleurs dans celui d'Alain Juppé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, je ne me présenterai pas aux primaires, parce que c'est une connerie, ces primaires, permettez-moi de vous le dire. Et deuxièmement, finalement. Eh bien, moi, je pense une chose, c'est que le gaullisme, c'est pas une nostalgie. Il ne s'agit pas d'aller trouver des
recettes d'il y a 50 ans pour les appliquer aujourd'hui, mais c'est une vision, c'est une ligne directrice. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, je suis une gaulliste sociale. Je suis une gaulliste, c'est-à-dire que j'ai envie que mon pays gagne. J'ai envie que l'on retrouve, que la France, que nos entreprises, que nos citoyens retrouvent l'esprit de conquête. Et pour ça, ça veut dire gaullisme. La France doit gagner. Il faut que nous aidions nos entreprises à pouvoir faire face à la concurrence internationale, notamment en alignant les contraintes réglementaires, fiscales et sociales qui les entravent au niveau de la moyenne européenne pour qu'elles soient en situation de concurrencer. Bien non, pas du tout. Et vous le savez bien, chaque fois qu'il y a une norme européenne, notre administration en rajoute. Oui. Le résultat, c'est que l'été dernier, vous n'aviez pas de cerises françaises parce qu'on avait interdit des produits phytosanitaires, alors que vous aviez des cerises qui venaient de tous les autres pays européens. On est trop protectionniste finalement. On essaie toujours d'être les meilleurs élèves de la classe et on pénalise ceux qui travaillent. Donc je dis effectivement, on a besoin que nos entreprises retrouvent des marges de manœuvre en nous alignant pour les impôts, pour les taxes et pour les réglementations sur la moyenne européenne. On a besoin aussi, et c'est ça qui est gaulliste, que l'État impulse de vraies politiques. De vraies politiques, je veux dire qu'il faut une politique... Il faut un État stratège, c'est évident. J'utilise ce mot au cœur de mon programme. Macron aussi, Macron, il copie beaucoup, d'ailleurs. Je constate que, y compris vos slogans. Mes slogans, et notamment l'esprit de conquête, il l'a collé à la une de son programme, et ainsi que Nouvelle France, qu'il utilise aussi, alors que c'est mon parti. En tous les cas, je vais lui demander de retirer tout ça. Et s'il ne le retire pas, effectivement, j'irai jusque-là parce que je pense qu'on doit nous respecter. Et donc, je vous disais, effectivement, dans le gaullisme, il y a le rôle de l'État qui a été trop oublié par un certain nombre des candidats. Et le gaullisme social, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire que c'est l'homme qui doit être au cœur de toutes les politiques et qu'il ne faut pas angoisser les Français, mais au contraire leur dire qu'ils ont leur part dans la réussite de la France. Et donc, je veux défiscaliser les heures supplémentaires, contrairement au programme de François Fillon. Je veux également totalement défiscaliser et en même temps développer l'intéressement et la participation. Ça, c'est très gaulien. Absolument. La loi 67. Mais il n'y a pas que ça. Et je veux que la France retrouve son image internationale et que les Français soient fiers de l'être. Michel Alliot-Marie, il y a une autre personne qui est très en colère actuellement, qui dit que Fillon doit partir, se retirer. C'est Henri Guénaud, qui est également candidat. Qu'est-ce qui vous distingue, par exemple, d'Henri Guénaud ? Vous êtes l'Europe. C'est très simple. Vous êtes pro-européenne, députée européenne d'ailleurs. Absolument, mais je dis simplement une chose, c'est du simple bon sens. Avec ces 67 millions... L'Europe des nations. Oui, mais avec ces d'Europe fédérale, de toute façon, plus personne n'y croit. Avec ses 67 millions d'habitants, la France ne peut pas rivaliser malgré tous ses atouts, et ils sont nombreux dans le domaine agricole, dans le domaine maritime, dans le domaine spatial, dans le domaine aéronautique, dans le domaine énergétique. La France ne peut pas rivaliser avec des pays comme la Chine ou comme l'Inde, qui ont 1 milliard d'habitants, ni même avec l'Amérique du Nord. Nous avons donc besoin de nous adosser à un ensemble qui soit plus vaste. Je ne vais pas vous dire que l'Europe fonctionne bien. J'y suis, je vois qu'il y a beaucoup de choses à modifier, mais nous avons besoin de peser pour faire face à nos concurrents. Alors, et ça, c'est effectivement... Parlons concret. Michel Alliot-Marie, vous avez les signatures, vous les aurez ? Les parrainages, pardon. Alors, en ce qui concerne les parrainages, on est en train de passer de la promesse à la réalisation. C'est ça ce qui va compter. C'est vrai qu'au départ, il n'y avait aucun problème. J'ai engrangé plusieurs centaines de parrainages, de promesses de parrainage automatiquement. Je dois dire qu'effectivement, avec l'affaire Fillon, qui accompagnait d'ailleurs l'affaire Le Pen et l'affaire Macron, ça s'est arrêté quasiment du jour au lendemain. L'affaire Macron, c'est quoi ? Il y a eu effectivement un certain nombre d'accusations ou des rumeurs, je ne sais pas, sur des financements. En tous les cas, c'est ce dont m'ont parlé les maires en me disant nous, finalement, on ne veut plus parrainer personne parce que... Vous en êtes à combien là ? Actuellement, j'en sais rien. Je ne le fais pas aujourd'hui. En ce qui concerne les promesses que j'avais eues, me permettent effectivement d'atteindre le nombre nécessaire. Mais vous serez prête pour le 17 mars ? Mais ce que je veux vous dire, effectivement, c'est que je connais trop la politique pour savoir que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Donc, ce que je veux, effectivement, c'est dire aux Français, je représente une voix qui a envie de répondre à votre attente. Alors effectivement, résistez. Donc vous donnez non mais attendez, c'est simple, je leur dis, résistez au pessimisme, résistez au défaitisme, résistez à la pression des partis et parfois de certains médias, et ensemble,
essayons de construire une France qui soit digne de son histoire. Donc vous ne me donnez pas de chiffres, là. Combien vous êtes à non, peu près je ne peux pas vous dire. D'abord parce que, honnêtement, je fais en ce moment trop de médias et trop de contacts avec les maires pour avoir le temps de regarder ce genre de chiffres. Vous avez l'argent? Vous avez l'argent pour conduire votre campagne? J'en ai beaucoup moins que les autres. D'abord parce que je n'ai pas le parti politique derrière moi. Mais ce que je pense aussi, c'est que dépenser aujourd'hui des dizaines de millions d'euros quand les gens sont au chômage, parce qu'on a quand même un chômage qui a augmenté dans notre pays et sensiblement depuis que François Hollande est là, quel que soit ce qu'il peut essayer de faire raconter autour. Dans un pays où même les gens qui travaillent ont des difficultés à boucler leur fin de mois. Dans un pays où les retraités ont du mal à faire face à toutes leurs obligations et à leurs problèmes de santé, je dis ça n'est pas moral de dépenser autant d'argent. Donc je fais une campagne différente de celle des autres. Je ne fais pas de grands meetings et je ne ferai pas de grands meetings. Vous êtes allé au Salon de l'Agriculture? Vous allez y aller? J'étais au Salon de l'Agriculture hier, j'ai été remarquablement accueillie. C'était très chaleureux, c'était très sympathique. Et là, on voit la France qui travaille, la France qui réussit, la France qui a des tas d'atouts. Est-ce que vous avez des parlementaires qui vous soutiennent, qui sont avec vous? Oui, j'ai un certain nombre de parlementaires qui me soutiennent. Des sénateurs, des députés, des eurodéputés? Voilà. D'accord. Voilà. Comment vous voyez l'avenir, là, d'ici à 15 jours? Qu'est-ce qui va se passer? Vous maintenez votre candidature, de toute manière. Non, mais attendez, vous voulez rire? Vous ne serez pas au Trocadéro dimanche? Non, dimanche, j'ai un certain nombre d'obligations dans ma campagne. Est-ce que vous condamnez cette manifestation qui fait beaucoup jaser? Écoutez, elle fait beaucoup jaser. Moi, honnêtement, je ne m'intéresse pas à ce que font les autres. Je lis le programme des autres candidats, c'est la moindre des choses, mais je m'intéresse au message que j'ai à délivrer aux Français. Ouais. Je veux les appeler à la résistance. Je veux les appeler à me suivre. Je leur dis, aidez-moi à mettre en œuvre ce à quoi ensemble nous croyons. Je l'ai vu encore hier au Salon d'Agriculture, en discutant sans caméra, sans micro avec les gens. C'est là où ils vous parlent le mieux. Et je pense que je porte effectivement ce qu'attendent un certain nombre de personnes. Donc c'est ça, et moi je m'occupe de ma campagne, je trace ma route avec le plus grand nombre de personnes possible que j'invite à me rejoindre. Est-ce que vous avez eu, depuis qu'il est en retrait, mais dans quel retrait il est, ou dans quelle retraite est-il, Monsieur Sarkozy, depuis qu'il s'est retiré de la primaire? J'ai passé un message à Nicolas Sarkozy lorsqu'il a été battu à la primaire, qui est un message d'amitié, un message de soutien, parce que j'ai été son ministre. Il m'a donné l'opportunité d'être ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, d'être ministre de la Justice, d'être ministre des Affaires étrangères européennes. Après que Jacques Chirac occupé tous les postes régaliens. Absolument. Après que Jacques Chirac m'ait permis pendant plus de 5 ans d'être ministre de la Défense. Et je garde un profond attachement et beaucoup de liens avec les militaires. Donc ça me paraissait normal aussi de lui apporter ce soutien. Qu'est-ce qu'il fait maintenant, vous savez? Est-ce qu'il a un rôle à jouer dans ce maelstrom des Républicains? Je pense que personne n'imagine Nicolas Sarkozy se désintéresser de la politique de la France, même si par ailleurs j'ai vu qu'il avait des activités maintenant dans un groupe hôtelier. Jacques Chirac, donc vous avez toujours été très proche de Jacques Chirac. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Jacques Chirac? Écoutez, Jacques Chirac va mieux. Il y a eu une période où il a eu à la fin de l'été, assez difficile, effectivement. Oui. Il va mieux, et je vais vous dire une chose. Il aime toujours les canougats que je le ramène de sa jambuse tous les mois. Il va voter pour vous? Je n'en sais rien. Je n'ai pas l'indécence de lui demander. De le solliciter. C'était le talk de Michèle Alliot-Marie qui constate l'échec complet des primaires qui ont été organisées. Elle était très hostile à cet exercice, elle nous l'a redit ce matin, et elle compte bien demander quelques explications à Emmanuel Macron sur ses slogans de campagne qui sont aussi les siens, et d'abord les siens. Michèle Alliot-Marie, donc, qui répondait aux questions du talk, et qui maintenant, chers internautes, va vous répondre avec Mathilde Sirot. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves Tréhard, bonjour Michèle Alliot-Marie. Votre interview est très suivie par nos internautes qui se posent énormément de questions sur le contexte de cette campagne présidentielle qui est assez inédit. Alexandre nous pose une question. Michèle Alliot-Marie, que pensez-vous de ce calendrier judiciaire autour de l'affaire Fillon? Est-ce que, comme lui, vous pouvez dénoncer une sorte de machination des juges contre lui, un assassinat politique, comme lui a dit? Vous vous souvenez que j'ai été ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et à ce titre, je ne me prononce jamais sur des affaires judiciaires. D'accord. Donc, désolé, mais ça, c'est quelque chose. Je pense qu'il faut aussi une certaine éthique. Et quand on a occupé des fonctions, il faut savoir rester dans la réserve. Absolument. Une question de lancer, oui.
Une question d'Alexandre aussi qui vous posait une question par rapport à Henri Guénaud, qui lui a estimé qu'une élection de Macron en mai serait peut-être plus dangereuse qu'une élection de Marine Le Pen. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que lui? Je pense que les deux programmes sont des programmes qui sont néfastes pour la France. Celui de Macron et celui de Le Pen. Exactement, dans des genres différents. Marine Le Pen veut que la France sorte de l'Europe et sorte de l'euro. C'est une catastrophe pour chacun des Français. Ça voudrait dire qu'il paierait au moins 20% de plus tout ce qui vient de l'étranger et qu'il achète dans sa vie quotidienne, comme son essence, mais peut-être aussi bien d'autres produits. Oui. D'autre part, tout ce qu'il possède, perdrait immédiatement 20 à 25%. Tous les économistes vous le disent. Quant à Emmanuel Macron, où est la logique de son programme? Je ne sais pas. On a l'impression qu'il prend à droite, à gauche des choses qui n'ont aucune cohérence. Et c'est un programme qu'un bon nombre d'économistes, d'ailleurs, dénoncent comme étant ou farfelu, je crois que certains ont dit, ou en tout état de cause, sans consistance. Il y a une question de lancer justement sur vos parrainages. Si jamais vous n'arriviez pas à recueillir ces 500 signatures pour pouvoir vous présenter en avril, qui est-ce que vous pourriez rallier? Je ne rallierai personne pour une raison très simple. C'est que, contrairement à d'autres, je n'ai pas la prétention de dire que je vais dicter à ceux qui me soutiennent ce qu'ils doivent faire. J'ai un très grand respect pour les citoyens, j'ai un très grand respect pour les militants, et donc, à partir de là, je dis, c'est à eux, effectivement, de faire leur choix. Et je suis sûre, compte tenu de ce que sont mes valeurs et donc celles de ceux qui me soutiennent, qu'ils choisiront toujours d'abord l'intérêt de la France et des Français. Vous irez voter quand même, vous? Mais bien sûr que j'irai voter. Et vous direz pour qui vous voterez? Je ne sais pas si je dirais pour qui je voterai. Peut-être le dirais-je. Jusqu'à présent, je ne l'ai jamais dit parce que je pense que ça fait aussi partie des règles. Nous sommes dans un pays où on oublie un peu trop les principes. On utilise les mots les uns pour les autres, on mélange les institutions, on mélange les statuts et les caractères des uns et des autres et on finit par ne plus rien respecter. Eh bien, je dis, cela aussi doit suffire. Si on a instauré le secret du scrutin, c'est aussi pour qu'il soit respecté par tout le monde, y compris par les politiques. Un sondage place Alain Juppé en tête pour le premier tour, si jamais il devait être candidat à la place de François Fillon. Est-ce que c'est lui, finalement, le recours pour la droite maintenant? Écoutez, Alain Juppé a souhaité et participé aux primaires. Ça disqualifie à vos yeux, ça? Je pense que tous ceux qui ont initié ou participé aux primaires se trouvent, d'un certain sens, disqualifiés. D'accord. Alors... Une question sur votre programme. Notamment sur le service militaire. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour du service militaire obligatoire? Je suis contre le retour du service militaire pour une raison très simple, c'est que dans le monde actuel, nous avons besoin d'une armée professionnelle. Quand il y avait le service militaire, 80% des militaires servaient à encadrer les appelés du contingent qui eux-mêmes ne pouvaient pas aller sur les théâtres d'opérations extérieures. En revanche, je suis pour qu'il y ait un service civil universel, c'est-à-dire garçons et filles. Pendant combien de temps? Pendant quelques mois. Pendant quelques mois. Parce que, bon, vous avez une initiation qui peut se faire rapidement et il faut qu'elle ait lieu. Elle serait encadrée par les militaires? Non, je pense qu'il faut faire la même chose que ce que j'ai fait pour Défense Deuxième Chance et pour les EPID. Vous vous souvenez, j'ai créé ça quand j'étais à la Défense pour aider des jeunes qui étaient en grande difficulté d'insertion sociale à avoir, dans un cadre... d'encadrement par des anciens militaires, une remise à niveau scolaire, comportementale et une préparation à occuper des emplois. Eh bien, je dois dire sous une forme aménagée, bien entendu, puisque ce n'est pas le cas pour l'ensemble des garçons et des filles d'une même génération, mais je pense que c'est ce qu'il faut. Ensuite, la durée, elle est aussi fonction du coût. Parce que c'est un coût extrêmement élevé. Et donc, il faut bien le mesurer. Mais je pense que pendant quelques mois, demander à tous les garçons et à toutes les filles de notre pays d'être au service de la collectivité en étant encadrés par, effectivement, d'anciens militaires et par des associations, c'est quelque chose qui peut renforcer l'unité nationale. Aujourd'hui, l'unité nationale est mise à mal et je pense qu'une de nos priorités doit être de la recréer. Une autre question sur votre programme de Karine qui vous écoute. Qu'est-ce que vous faites contre le chômage? Contre le chômage, je dis d'abord une chose. Qu'est-ce qui crée l'emploi? Ce sont les entreprises. Pourquoi est-ce que nos entreprises ne créent pas d'emploi? Parce qu'elles sont en difficulté de concurrence avec les entreprises étrangères. Donc, il faut d'abord
aider nos entreprises à pouvoir gagner dans la concurrence internationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les mettre à un niveau de contraintes qui soient les mêmes que leurs adversaires. De contraintes fiscales, de contraintes bureaucratiques. Voilà, je suis pour que les contraintes réglementaires qui pèsent sur nos entreprises soient ramenées à la moyenne européenne. Et qu'il n'y ait pas une surenchère chaque fois qu'il y a une norme européenne qui devrait nous aider, parce que ça amène les pays les plus en retard à nous rattraper. Eh bien, chez nous, on en rajoute. Moi, je veux que ça s'arrête. Je veux que les charges fiscales et sociales des entreprises françaises, qui sont les plus élevées d'Europe, soient ramenées à la moyenne européenne. Si vous faites simplement ces deux choses, vous redonnez une croissance formidable, et dès lors que vous avez de la croissance, vous avez effectivement de l'emploi. Et il faut diminuer tous les codes qui sont purement nationaux et qui pèsent sur nos entreprises. C'est la même chose. On peut diminuer le code du travail, mais également les autres codes, de pratiquement la moitié. Je l'ai fait comme garde des Sceaux. Je sais que c'est possible. Et d'avoir en plus des textes que tout le monde comprend. Parce qu'avoir une loi que les gens qui doivent l'appliquer ne comprennent pas, c'est la garantie, effectivement, qu'il y a des problèmes. C'était les réponses de Michèle Alliot-Marie, candidate à la présidentielle. À vos questions, chers internautes, nous vous remercions. Nous remercions Michèle Alliot-Marie de s'être prêtée à l'exercice. Et avec Mathilde, nous vous disons à lundi.